à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Cannes Prime Time, votre rendez-vous quotidien pour mettre en lumière le talent technique qui font briller les films du Festival de Cannes. On vous retrouve tous les jours, Mathieu et moi, avec nos invités. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexia, et cette année nous avons aussi un diffuseur radio sur la FM DAB+, il s'agit de Ciné Musique Radio, et évidemment vous pouvez nous retrouver tous les jours à 19h jusqu'à la fin du festival sur notre chaîne YouTube CST. Au programme, toute cette semaine, décryptage technique, interview de professionnels, et évidemment la compétition officielle où tous les films concourent au prix technique que la CST remet. Alors avec nous aujourd'hui pour parler technique du cinéma et plus encore, à ma gauche nous avons Morgane Brun, post-producteur et production manager chez La Planète Rouge. Bonjour Morgane. Bonjour, Merci d'être avec nous. À ses côtés, Marc Lopato, cofondateur de Diversion Cinéma. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes aussi à la tête du département immersion et temps réel de la CST. Absolument, depuis 2 ans, oui. Et de l'autre côté de la table, nous avons Antoine Quérol, qui est cofondateur du studio Atlas 5. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Et enfin, Anna Doublet, qui fait partie du pôle innovation au sein du département production virtuelle chez Sony. Bonjour Anna. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et tout de suite, eh bien, on remonte les marches. Eh bien, pour ce deuxième jour, la compétition continue de battre son plein. 2 films hier. On ne les donne pas dans l'ordre, mais le deuxième, Sirat d'Olivier Lax. Pour revenir un petit peu sur ce film, Alexia, nous l'avons vu tous les deux. C'est un film qui est raccord avec notre sujet du jour, un film où on est en immersion dans la rave party. C'est un père et son jeune fils, préadolescent, à la recherche de la grande sœur qui a disparu depuis plusieurs mois. Ils n'ont pas de nouvelles et ils essayent, dans le désert marocain, de se mettre sur sa piste. Petit à petit, nous allons rentrer dans un univers qui est celui de la rave party. Rave party que nous avons eu en plus pendant cette séance le plaisir d'entendre en Dolby Atmos. Et cette rave party va les mener très très loin. C'est presque un voyage au bout de l'enfer. Exactement, donc on parlait de la technologie Dolby Atmos sur ce plateau lors de la première émission et là on a vraiment une démonstration assez incroyable d'un point de vue sonore, on est vraiment complètement immergé, on avait l'impression d'être en rave party avec eux, nous aussi pendant cette projection. C'était un film extrêmement ambitieux, original, ce n'est pas la première fois que Oliver Lax présentait un film à Cannes, mais sa première en compétition. Et quelle entrée en compétition, c'est vraiment un film qui a rencontré un grand succès auprès du public, une ambiance dans la salle qui était étonnante, des gens étaient très enthousiastes et beaucoup d'ambition pour ce film-là. Oui, c'est un film où on retrouve parmi les organisateurs des rave parties des personnages absolument rocambolesques. D'ailleurs, il y en a un qui aborde le t-shirt Fricks, la monstrueuse parade, le film de Todd Browning. L'autre a une main coupée, l'autre une jambe amputée. Et évidemment, la question de l'amputation avec cette fille disparue pour ce père et ce jeune frère est extrêmement émouvant. En tout cas, moi, j'ai été pris en tant que spectateur très rapidement et en empathie. Et en plus, la rencontre et la façon dont va se créer le lien entre les différents personnages de cette histoire est très, très fort. On peut néanmoins mettre en garde quand même le public. Il s'agit d'un film, je le disais, une plongée jusqu'au bout de l'enfer. C'est un film avec certains éléments qui vont pas être tout à fait faciles et la fin de la projection a été effectivement assez éprouvante. Il faut un petit peu de temps pour se remettre émotivement de ce film.
Oui, et un tout autre registre, nous avons eu également le plaisir de découvrir le film de Dominique Moll, Dossier 137. Alors, on n'est plus du tout dans un univers sonore extrêmement puissant en termes de musique. En revanche, un travail sur le son extrêmement intéressant. On en parlera d'ailleurs demain matin en Cannes Technique avec la mixeuse son du film qu'on a l'honneur d'accueillir, qui va parler de son travail tout en délicatesse sur ce son en prise de son, souvent en prise de son directe. Il s'agit du travail d'une enquêtrice de l'IGPN qui va essayer de savoir, de démêler le vrai du faux de ce qui s'est passé pendant les émeutes et les incidents pendant les manifestations des Gilets jaunes. Donc, on suit cette policière pendant tout son parcours et sa position extrêmement délicate puisqu'elle est empathique avec les manifestants et avec les policiers. Donc, un travail très intéressant. Un scénario chez Dominique Moll qui est toujours extrêmement précis et extrêmement détaillé. On a l'impression de subir l'enquête avec elle, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, on a toutes les étapes de l'enquête qui nous sont présentées. C'est côté fastidieux, c'est le côté passionnant aussi de l'enquête, et également beaucoup d'empathie qui se dégage de ce film. Alors hier, on parlait beaucoup de ratio d'image au regard des 2 premiers films de la compétition. On peut citer le travail de Patrick Gringhelli qui a utilisé l'image et le ratio téléphone portable. C'est un travail effectivement, on peut rejoindre toujours ce terme, on va finir par le trouver galvaudé, mais on peut le reciter d'immersif puisque nous sommes plongés dans les vidéos même des manifestants et c'est un Cannes qui commence et qui ne va pas s'arrêter et qui est très prometteur. Exactement, Mathieu. Et tout de suite... Parole de CST. Nous sommes toujours en direct sur la chaîne YouTube de la CST et également en simultané sur la radio Ciné Musique Radio. Alors aujourd'hui, pour parler de l'actualité de ce qui se passe au sein de la CST, plusieurs invités autour de la table pour parler beaucoup d'immersion, Mathieu. On peut dire que c'est une émission spéciale. Exactement, une émission spéciale autour de la production virtuelle et de la réalité virtuelle. Pour parler de ces sujets, on peut peut-être commencer avec vous, Marc Lopato. Oui, avec plaisir. Alors Marc, au sein de la CST, il va y avoir, au sein du département immersion temps réel, des formations pour la réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Absolument, on a lancé, donc nous on est Diversion, une agence spécialisée dans les installations et les événements immersifs. On a toujours fait de la formation pour nos clients et on a décidé avec la CST de lancer 2 formations. Une formation, une initiation au domaine de la réalité virtuelle et une deuxième formation plus pour les techniciens médiateurs qui vont devoir opérer la réalité virtuelle dans les lieux accueillant des œuvres, des expositions immersives ou liées à la réalité virtuelle. Et ces formations, elles partent d'un besoin de la part Absolument. de... Elles partent d'un besoin qu'on ressent nous de plus en plus. La réalité virtuelle... c'est un nouveau médium qui n'est pas encore complètement établi, où les standards ne sont pas encore tout à fait présents. Au sein du département, on essaie d'avancer sur ce sujet-là, mais on se rend compte que le personnel qui doit préparer des expositions, par exemple, qui doit faire de la curation, il y a un manque de connaissances, de savoir sur les œuvres qui sont produites, sur les typologies, les technologies utilisées. Et pour les médiateurs, on se rend compte qu'en fait, la technique est très importante. Et donc, on a un nouveau profil de technicien médiateur spécialiste de la réalité virtuelle qui doit commencer à se développer pour permettre à ces lieux de présenter les œuvres dans les meilleures conditions possibles. Alors, dites-nous un mot, justement. Là, ça veut dire équiper les spectateurs de casques. Oui, absolument. C'est équiper les spectateurs de casques. Ça peut être des casques de type divers et variés. Ça peut être également d'autres éléments techniques, comme par exemple des équipements haptiques. Il peut y avoir des caméras qui vont filmer le spectateur ou bien des acteurs. Il peut y avoir de la projection, un mélange de toutes ces technologies. Et tout ça, il faut que ça marche bien ensemble.
Et donc les médiateurs doivent avoir une connaissance technique, mais également une connaissance de la médiation, de l'accueil des spectateurs. Alors pour nos auditeurs qui connaîtraient pas forcément la réalité virtuelle, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un l'haptique? On en parle beaucoup Absolument. dans la VR, mais Ouais. très peu dans, dans le quotidien. Dans le milieu du cinéma au quotidien. Les devices haptiques, les équipements haptiques, ça peut être par exemple un gant qu'on va mettre et qui va déclencher une sensation au niveau des doigts, au niveau de la paume. Ça peut être également une veste qui va se mettre à vibrer à certaines vibrations et qui permet au corps de ressentir soit des interactions, soit un événement qui va se passer pendant l'expérience et qui vient augmenter ce qu'on peut voir avec les yeux, entendre avec les oreilles. Ça permet au corps de s'engager plus dans l'expérience. On est complètement dans l'immersion, ça augmente le niveau d'immersion. Et donc, il y a un équipement, mais il y a aussi, j'allais dire un lieu, mais non, des lieux. Oui. Savoir s'adapter à différentes, comment dirait-on, Typologie d'expérience et de lieux d'accueil, oui. Tout à fait. C'est une grosse problématique du marché de la réalité virtuelle aujourd'hui. Il y a énormément d'œuvres il y a un certain nombre d'œuvres qui sont produites, mais il n'est pas toujours aisé de trouver des lieux adaptés à leur diffusion, des lieux qui sont à la fois techniquement capables de les accueillir, des lieux de chalandise qui sont déjà établis, qui vont permettre d'avoir suffisamment de public pour regarder ces œuvres. Il y a également un problème de modèle économique. Présenter de la réalité virtuelle, ça a un certain coût, et le prix d'entrée pour pouvoir accéder à ces œuvres n'est pas toujours cohérent avec le prix qu'on a l'habitude de débourser pour aller voir des œuvres culturelles, on va dire. Et ça, c'est une des raisons qui explique que malgré la production d'œuvres immersives, de réalité virtuelle depuis de nombreuses années, il y a encore trop peu de lieux qui présentent ces œuvres. Et beaucoup de ces œuvres sont en fait très peu vues. Elles sont vues dans les festivals, pendant quelques expositions, dans certains lieux qui vont être spécialisés. Mais le marché a vraiment un gros besoin de voir des standards qui vont porter les expériences, qui vont permettre d'avoir un modèle économique qui soit plus cohérent avec la présentation de ces œuvres. Alors cette année, il y a eu de grandes annonces, des communiqués officiels sur la compétition immersive, Ouais. mais ce n'est pas la première année que sont présentées des œuvres immersives pendant le festival. Mais on sent que ça monte. Absolument, absolument. Il y a quelques années, dès 2016, je crois, le marché du film au sein de Next présentait des œuvres de réalité virtuelle, mais à cette époque-là, le marché n'était pas encore suffisamment établi. Il en était au début. Aujourd'hui, depuis l'an dernier, le fait qu'il y ait une compétition immersive au sein du festival permet d'avoir une meilleure visibilité de ces œuvres, une présentation de ces œuvres à un plus large public, et j'espère, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui va être très important pour le développement d'un marché dans les années à venir. Et vous, Antoine Quérol, en tant que producteur, ce sont des questions qui, je suppose, font partie de votre quotidien? 100%, et je vais un peu développer là-dessus, mais je voudrais revenir sur le fait que ces formations existent. Je viens de l'apprendre et je trouve ça super, parce qu'à titre de producteur, c'est vraiment très important les conditions de visionnage de ces œuvres. Beaucoup de gens arrivent dans ces lieux pour la première fois, ils vont découvrir la réalité virtuelle, ils doivent mettre un casque, ils doivent mettre parfois de l'haptique, un casque, et en fait être mal guidé dans ce qu'on appelle le onboarding d'une œuvre de réalité virtuelle, ça peut gâcher l'expérience. Et j'ai vu ça pendant des années, et c'est normal, hein, c'est les débuts, je ne me plains pas. Les lieux faisaient ça un petit peu mal, de façon approximative, et c'est normal parce que les gens, c'est comme si le médiateur découvrait en même temps que l'audience comment le casque fonctionnait. Et donc on a des problèmes techniques, il y a un petit problème, et pour beaucoup de gens, ça a fait qu'ils ne voulaient plus regarder de réalité virtuelle. Donc on avait beau faire le meilleur film du monde, ou le plus nul, hein, ça dépend des goûts, le fait que les conditions de visionnage étaient parfois approximatives faisait que le spectateur disait moi, je suis pas à l'aise en réalité virtuelle. J'ai plus envie de regarder de la réalité virtuelle. Donc, je trouve ça super ce que tu fais, enfin ce que vous faites, de lancer ces formations. Non, mais c'est vraiment nécessaire. Parce que... Le onboarding, c'est intéressant, c'est un terme d'aviation. Hein, on arrive dans. On est un petit peu comme ça, on est un peu des geeks. Non, mais c'est très important. On appelle ça le onboarding et le outboarding. Je veux dire, c'est vrai, c'est l'intro et l'outro du film. On est quand même sur une expérience qui est physique, qui est intense, qui est donc immersive, voilà, et aussi qui est liée à des équipements techniques qui sont pas à l'aise. Hein. On dit souvent 95% des gens veulent pas mettre un casque sur la tête, mais une fois qu'ils l'ont fait, 95% sont ravis de l'avoir fait. Donc c'est un petit peu ça. Donc on a tout un travail de les pousser à venir découvrir ça. Donc trouver des beaux lieux, avoir des médiateurs, avoir des gens comme Diversion qui font une belle scénographie, avoir des producteurs qui essayent de faire un contenu de qualité quand on peut. Et puis comme ça, on donne une belle Cannes, expérience. ça a lieu où? Alors à Cannes, c'est super parce que c'est la deuxième fois qu'il y a une compétition immersive, ce qui est génial parce que quand même Cannes s'y est mis tard, et Cannes c'est un peu le plus grand festival de cinéma du monde, on le sait tous, donc on attendait tous avec impatience que Cannes lance une compétition immersive. Donc c'est la deuxième année qu'il y a une compétition immersive. J'ai la chance d'avoir
d'être en sélection pour la deuxième fois. Donc pour l'instant, c'est un 100%. Ça, vous allez nous le raconter. Ah bah, je le raconte direct. Voilà, l'année dernière, c'était donc au Cinéum. Donc c'était un endroit vraiment magnifique, mais un petit peu loin du centre de Cannes. Et on le sait, à Cannes, les gens sont très occupés, les gens ont des meetings tout le temps. Donc il fallait convaincre les gens de venir au Cinéum regarder nos œuvres, ce qui n'était pas facile, mais on l'a fait. Et cette année, c'est au Carlton, c'est central. Et donc c'est vraiment exceptionnel pour nous. On peut emmener les gens pour voir nos œuvres, faire le rendez-vous juste après et enchaîner comme ça beaucoup de meetings et de screenings. Donc. On peut parler des œuvres que vous avez en compétition cette année? Oui, mais j'en ai qu'une. Mais il y a plein d'œuvres, il y a 8 ou 9 je crois. 9 projets en sélection, ouais. voilà. C'est une compétition un peu variée, hein. Je suis passé ce matin, il y a des œuvres en réalité virtuelle, mais il y a aussi des œuvres interactives sur écran, il y a des œuvres en IA générative qui interagissent avec le public, qui sont sans casque, donc c'est immersif au sens large. La compétition cette année, c'est pas que des casques. Le mien est un film de réalité virtuelle qui s'appelle La fille qui explose, voilà, qui est un film de Caroline Pocci et Jonathan Vinel, qui sont des réalisateurs de cinéma. Et dans leur dernier film, It's the Night, voilà, qui était un long métrage classique de cinéma. Présenté à la quinzaine des réalisateurs. Présenté à la quinzaine exactement l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Ouais, l'année dernière. Dans ce film, il y avait un moment un jeu vidéo. Donc ça parle de jeux vidéo, ça parle de gamers. Donc ils avaient dû créer eux-mêmes un jeu vidéo pour leur film. Donc c'est un vrai des séquences originales de jeux vidéo. Et je pense que ça a commencé à voilà, ça a aidé aussi au fait que des réalisateurs de cinéma plutôt classiques aient envie de venir sur ce médium, qui est un médium très différent, un médium vraiment de production derrière des ordinateurs. On fait de l'animation en temps réel, il n'y a pas de tournage, donc c'est assez différent, mais voilà, c'est un film que je vous invite à découvrir. C'est un film très violent, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de morts, c'est le genre de choses qu'on peut présenter à Cannes, mais pas partout. Non, c'est très intéressant parce qu'on sent aussi que de plus en plus d'auteurs s'accaparent ces nouvelles façons de raconter des histoires ou de plonger les spectateurs dans un univers. On croit savoir aussi que, par exemple, la société MK2 a des projets sur le bâtiment où il a son cinéma, le MK2 Bibliothèque. MK2 est aussi producteur, un réservoir d'auteurs. Donc on sent que le cinéma s'accapare de plus en plus. Et MK2 avait ouvert une salle de réalité virtuelle il y a déjà, je crois, 5-6 ans. Bon, ils l'ont fermé au bout d'un moment, mais c'était des précurseurs. C'était parmi les premiers à avoir une vraie salle de réalité virtuelle qui proposait des films narratifs de réalité virtuelle, mais aussi un peu de jeu. Voilà. Bon, là, ils l'ont fermé, mais je crois qu'en effet, la rumeur court qui risque de réouvrir quelque chose. Et d'où l'importance de former des gens pour que, une fois que ces lieux seront ouverts, il y ait des techniciens qui soient opérationnels. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je me permets d'ajouter quelques petits éléments sur la compétition. Donc, nous, on est en charge de la présentation de ces œuvres. On est un peu les exploitants, en fait, de cette compétition. Mais il faut bien comprendre que, justement, avec la multiplicité des technologies qui font partie des œuvres qui sont présentées, exploiter ces œuvres, ça veut dire venir 4 jours, 5 jours avant l'ouverture du festival. On est une équipe de 8 personnes pour installer. En fait, c'est comme un événement avec 9 petits événements à l'intérieur, puisque chaque œuvre a sa propre scénographie, ses propres outils et son propre onboarding, offboarding, comme disait Antoine tout à l'heure. Donc, c'est un travail qui va bien au-delà de ce qu'on peut faire dans le cinéma traditionnel, où les standards sont établis, où il s'agit plus d'un DCP, du son, etc. Là, on a un travail qui est beaucoup plus complexe. Et donc, évidemment, pour accompagner ces œuvres, il faut des gens qui comprennent ces problématiques-là et qui puissent les accompagner. Et tu es modeste parce qu'il y a 9 en compétition, mais il y a aussi tout le off compétition. Tout à fait. Tu gères quand même beaucoup de... Exactement. Il y a également 5 œuvres en hors compétition. Donc, ouais, ça fait 14 œuvres différentes qu'il faut savoir bien présenter. Oui, et puis une scénographie qui peut être très changeante. Il y a certaines œuvres où il suffit entre guillemets, d'avoir un espace pour déambuler, mais il y en a d'autres où il y a des interactions. Il faut mettre certains modules décors en dur sur le plateau. Vous, en tant que producteur, comment vous traitez ces problématiques-là pour après pouvoir exploiter ces œuvres un petit peu partout? Alors, cette année, j'ai la chance d'avoir une œuvre où les réalisateurs ne voyaient pas la nécessité d'avoir une grosse installation. Et c'est tant mieux pour le touring, c'est-à-dire pour la carrière future de l'œuvre, ça va être plus sympa à emmener dans des lieux, ça va être plus facile et plus facile pour les exploitants à gérer. Donc ça peut paraître un peu abrupt comme installation, c'est un peu nu. Voilà, mais c'était volontaire. On a un fauteuil de gamer, des câbles, on voit les ordinateurs parce que c'est l'esthétique du film. Ils voulaient que ce soit comme ça. L'année dernière, par contre, j'avais le projet que j'avais en sélection, qui s'appelle Evolver, qui était produit avec Terrence Malick, avec Kate Blanchett. C'était un projet
énorme et très difficile à emmener dans des lieux. Donc il me fallait 200 mètres carrés, il y avait des vidéoprojecteurs, il y avait du son spatialisé. Enfin, c'était un projet très très lourd à installer. Et forcément, c'est un projet magnifique que j'adore, mais c'est un projet qui a été montré que dans 4 villes au monde. Voilà, parce que forcément, ça coûte de l'argent, il faut que le lieu investisse beaucoup, du temps, des matériels, de l'argent. Et donc, c'est plus dur de convaincre des lieux. Donc, en même temps, j'adore faire des projets qui ont une installation lourde. C'est magnifique, ça devient de l'immersif audiovisuel, mais aussi presque une œuvre d'art. Voilà, on a vraiment une scénographie qui est digne d'une œuvre d'art. C'est magnifique, mais c'est difficile à tourer. Donc, on a le pour et le contre sur chaque œuvre. Et là, par exemple, celle qu'on a cette année, donc la fille qui explose, c'est un court-métrage de réalité virtuelle. Donc, j'ai besoin d'un ordinateur, d'un casque, et puis c'est tout. Donc oui, ça va être beaucoup plus facile à exploiter pour moi à travers le monde. Ensuite, c'est un sujet qui est un peu... voilà, c'est un film un peu choquant et violent, donc on verra éditorialement qui le veut. Mais en tout cas, il n'y aura pas de problème de l'emmener dans des lieux à cause de l'installation. Donc vraiment, en tant que producteur, c'est des challenges différents. Et nous, on est là pour accompagner les artistes, peu importe leur vision. En tout cas, à force de dire qu'il est violent, et ça donne encore plus envie d'aller découvrir tout ça. Puis c'est plein de nouveaux mots, hein. C'est pas juste des univers nouveaux, plein d'anglicismes. Maintenant le touring, après l'onboarding. C'est Cannes, on fait tous nos rendez-vous en anglais, je suis perdu, je suis désolé Mathieu. Et je vois que Anna et Morgane, depuis tout à l'heure, hochent beaucoup la tête pour tout un tas de sujets, puisqu'il y a énormément de liens entre l'immersif pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ces expériences-là, et la production virtuelle. Alors, on va commencer peut-être par Morgane, qui va nous expliquer ce qu'est la production virtuelle et le projet qui est en train d'être développé au sein du département immersif et temps réel, projet qui est chapeauté par Frédéric Fermont, qu'on a eu la joie d'accueillir hier. Et puis Anna complétera avec tout ce qui est formation. Donc Morgane, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce guide pratique, pourquoi avoir voulu faire un guide pratique au sein de la CST et du département immersion temps réel? Bien sûr. D'abord, je voulais juste rajouter, c'est vrai que la production virtuelle, l'immersif, ça fait partie de tout ça des nouvelles technologies, et évidemment qu'il y a des liens. Et c'est aussi une façon de produire les films autrement. Alors, nous, sur la production virtuelle, on va intervenir sur des productions un peu plus classiques du coup que l'immersif, mais on se rejoint sur beaucoup de choses, notamment sur le temps réel et du coup le contenu qu'on utilise. La production virtuelle, pour donner une petite définition, en fait, c'est on l'identifie beaucoup avec des plateaux LED, mais c'est pas seulement ça, c'est vraiment une technique qui allie le réel et le virtuel, avec des décors virtuels et de la technologie temps réel. Et de la 2D aussi, remarque. Et ça va avoir plusieurs formes. Ça va avoir la forme de prévisualisation. Vraiment faire un film avec ce qu'on appelle des animatiques, dans le langage courant du cinéma, mais ça va aussi du coup avec des tournages avec des écrans LED où on va avoir vraiment le décor virtuel qui va se mêler au décor réel. Je pourrais en parler un petit peu plus après. Ou de la production virtuelle hybride où on va plutôt utiliser justement des fonds verts pour avoir par contre dans la caméra les décors virtuels préparés et pouvoir voir dans la caméra directement les décors. Et en fait, on peut appeler ça aussi le presque temps réel, où c'est vraiment un lien avec les effets spéciaux et le tournage. Donc, quand vous parlez de mur LED, ça veut dire que sur un plateau de tournage, il y a comme une espèce de télé géante qui va diffuser des images qui sont soit des images de prise de vue réelle, soit des images virtuelles. Absolument. Et on va pouvoir filmer les acteurs en face les acteurs et les éléments de décor, absolument. C'est vraiment ce mélange-là qui permet en fait, ça a été développé la première série, puisque c'est une série qui a développé cette technologie, c'est The Mandalorian de Disney, la série Star Wars. Mais en fait, c'est une technologie qui reprend des techniques du cinéma qui sont vieilles et qui datent de la création du cinéma. C'est du Méliès.
8.0. Un matte painting 8.0. Absolument, c'est vraiment ça, et c'est développer les techniques du cinéma pour s'adapter. Et c'est vraiment cette technologie, elle est arrivée au moment du Covid, où on avait du mal à tourner en extérieur, tout simplement, et on a pu ramener du coup l'extérieur à l'intérieur de façon assez directe et avec beaucoup de possibilités. Et plus de précision qu'un fond vert. C'est plus de précision qu'un fond vert puisque c'est en direct. Et puis surtout, donc on peut, comme tu disais, il y a vraiment, on peut mettre des prises vraiment 2D, donc c'est-à-dire qu'on a capté avant, vraiment, et utiliser les murs LED comme une télé, mais on peut utiliser du coup Unreal ou un logiciel de temps réel. Alors, qu'est-ce que Unreal pour les néophytes? Et c'est là qu'on se rejoint du coup pas mal avec l'immersif, puisque c'est un engine, que c'est un logiciel de création de jeux vidéo à la base, et du coup ça crée des éléments, des maps, des environnements 3D en temps réel. C'est-à-dire comme quand vous regardez, d'ailleurs la plupart des jeux vidéo aujourd'hui sont créés avec Unreal ou Unity, il y a plusieurs jeux logiciels, mais c'est-à-dire que avant, et toujours quand on fait des VFX, on va devoir passer par ce qu'on appelle des render farms, et on va avoir un temps de latence pour que les images se rendent, si on peut appeler ça comme ça. Et vraiment, le temps réel, c'est en direct. Donc, ça va permettre dans les jeux vidéo d'avancer, par exemple, et d'avoir vraiment le monde qui se crée. Et ça peut être des kilomètres et des kilomètres de désert ou d'autres choses, ou comme dans Matrix, des villes. Et ben nous, en fait, ça va être ce décor-là qui sert pour des jeux vidéo qui vont être adaptés au cinéma. Donc on comprend bien, vu toutes les explications qui sont nécessaires pour expliquer de la technologie, pourquoi il est venu l'idée d'un guide pratique. Absolument. C'est une nouvelle technologie, ça fait partie des nouvelles technologies. On parle Covid, donc on parle 2021, où vraiment ça a été mis en place. Donc ça reste une jeune technologie qui est de plus en plus utilisée, avec différentes utilisations. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que les gens ont un petit peu, des fois, peur de ces nouvelles technologies parce qu'ils ne sont pas habitués. Et on est parti d'un constat avec vraiment tous les acteurs de la production virtuelle, mais pas seulement, vraiment de l'immersif, des VFX et du côté un peu plus technique du cinéma, qu'il fallait qu'on accompagne les producteurs et puis tous les chefs de poste du cinéma traditionnel pour pouvoir vraiment les accompagner sur et mettre des standards, de les accompagner sur de la production avec cet outil-là. Donc il a vocation à s'adresser réellement aux acteurs traditionnels du cinéma pour les accompagner sur toutes ces nouvelles possibilités. Absolument. Aux producteurs, parce que c'est d'abord aux producteurs, je pense, puisque c'est les gens qui vont justement trouver, qui vont chercher des solutions pour faire leur film, puisqu'il ne faut pas oublier que la production virtuelle, c'est d'abord un outil d'optimisation technique, d'optimisation logistique et du coup d'optimisation économique, et que c'est des solutions qui vraiment qu'on cherche, mais qu'on doit connaître et qu'on doit s'approprier. Et ce guide, il est vraiment pour les producteurs, quand ils cherchent à produire un film, se dire quelles sont les questions qu'on va devoir se poser, avoir une standardisation, c'est-à-dire si on s'adresse à la Planète Rouge ou si on s'adresse à une autre entreprise de production virtuelle, que ça soit les mêmes réponses. Et surtout que ne pas être perdu et se sentir accompagné. Et pouvoir se poser les questions pour pouvoir produire un film et se servir de cet outil au bon moment et aux bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment mis ensemble et qu'on a voulu créer ce guide. Donc, vous êtes plusieurs au sein du département immersif, avec des personnes qui ont des rôles différents au sein de la production virtuelle pour pouvoir vraiment discuter ensemble et voir tout ce qui pourrait échapper. Par exemple, s'il n'y a que des producteurs qui discutent ensemble ou que des techniciens, évidemment, on ne pourrait pas faire le tour de la question pour tout le monde. Exactement. Et c'était très important déjà parce que la CST est vraiment un partenaire technique et institutionnel de réunir tous ces gens. Et puis, dans la production virtuelle comme dans l'immersif, on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de faire de la production virtuelle qui n'est pas fait pour chaque
chaque prestataire a un peu sa spécificité. Il y a des murs LED fixes, il y a des murs, comme on expliquait, des murs hybrides, il y a des pop-up qu'on peut installer, etc. Et c'est vraiment arriver à naviguer dans tout ce qui se fait et vraiment s'adresser aux bonnes personnes, en fait, tout simplement, aux bons prestataires. Et puis aussi avoir des techniciens qui soient opérationnels. Donc ça, Anna, chez Sony, vous êtes partenaire avec l'école Méliès qui s'est dotée d'un mur Sony qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat, enfin de cette collaboration avec l'école Méliès et pour vous l'importance aussi chez Sony de mettre en avant la formation? Effectivement, ce qui est intéressant, on a parlé de mots immersive. Moi, je voulais rajouter aussi une mot convergence. Parce que la convergence, il est dans la convergence de contenu. Parce que, par exemple, le contenu que nous va utiliser pour les casques de production virtuelle, on peut le facilement reposer sur les murs LED et créer un film à partir de films qui existent déjà dans vos casques. Ou par exemple, on a un jeu vidéo, on ne va pas citer Last of Us, mais un jeu vidéo qui va devenir un film et que le film va devenir une également intégration dans l'immersivité virtuelle, etc. Donc, c'est quand même fascinant aujourd'hui, les frontières qui sont balayées. Mais de l'autre côté, chaque professionnalisation demande la formation. Et moi, je voulais saluer parce que je m'opère sur les périmètres européens. Et les initiatives de CST de créer les formations en France, en plus dans une école extrêmement réputée de 3D, des créations d'animation, parce que je me rappelle quand j'ai visité les premières fois, c'était un peu fascinant parce qu'ils ont des anciennes machines qui étaient utilisées à Disney. Donc il y a les vraies installations d'animation au début. Et du coup, là maintenant, ils ont doté effectivement de murs Sony de dernière technologie et il y a une vraie convergence entre les professionnels, parce que ça, c'est les formations que vous organisez, c'est pour des professionnels et pas que pour les directeurs de la photo. C'est également, par exemple, pour les gestions de producteurs qui vont exercer, qui vont voir le mur, qui vont commencer à produire et qui vont voir toutes les contraintes de que tu parlais qu'il faut apprendre de maîtriser. Il y a également les décorateurs cinéma réels qui peuvent apprendre aussi. Donc, il y a 5 volets de formation oui, qui vont être pratiqués. Il y a la formation longue sur 1 an au métier de superviseur de la production virtuelle chez Méliès avec les étudiants qui sont formés sur les murs Sony. Et puis, il y a aussi ce deuxième volet de formation avec la CST qui commenceront en septembre. C'est donc, ça. vous le disiez, avec des chefs de poste Exactement. différents. Et ça, c'est très important. Et pour féliciter encore une fois, ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Il y a les pays où les gens se forment sur le tas, ils n'ont pas ces dispositifs-là. Le guide que vous créez, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vraiment faciliter. J'espère que vous allez le traduire sur plusieurs langues. Moi, je vais le passer parce que ça, c'est hyper important. Il y a énormément de questions, les gens, ils veulent optimiser. On a parlé de réduction de budget, mais on peut parler aussi d'impact écologique. Parce que quand on tourne avec les murs LED ou dans la production virtuelle en général, l'impact il est extrêmement important. On n'a plus de voyages en avion, on n'a plus de gros déplacements pour une scène. Encore, je comprends quand nous avons comme par exemple dans le film que vous avez cité, Sierra, c'est normal, il faut se déplacer, il faut voir, il faut sentir la poussière, il faut être dedans pour immersivité. Mais par contre, quand on a un petit pack shot à faire, ou retake, ça sert à rien. C'est pas rééquiper 20 personnes et les renvoyer au bout du monde, c'est dommage. Créer toute une film, oui, mais pas... On a beaucoup parlé de l'école Méliès. Dites-nous Oui. où elle est quand même. Alors, c'est Orly, c'est à côté de Paris. Donc, Orly, maintenant, en plus, on a a priori le transport en commun qui va directement. Donc, oui, effectivement. Effectivement, c'est à Orly, c'est pas loin en France. Donc, il y a cette formation pour des gens qui veulent se spécialiser dans la production virtuelle sur un temps long pour faire de la supervision de production virtuelle. Et puis, ces petites formations, en plus, qui sont sur... c'est du temps court à la rentrée. C'est ça, c'est 3-4 jours, vraiment selon le chef de poste, parce que chacun formation, il est quand même différent. Et aussi, Méliès, l'école Méliès et par exemple, son directeur, Franck Petita, qui est très visionnaire, il combine
la formation avec l'alternance. Ça veut dire que, par exemple, moi, je rencontrais Pour la aujourd'hui formation en deux temps- professionnels qui sont déjà dans le métier. Bah, ils ont intégré la production virtuelle, mais ils sont en alternance chez vous, non? Il y a aussi Oui. chez vous, oui, 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 exactement. absolument. Donc, Planète Rouge, extrêmement réputée pour les effets spéciaux. C'est quand même une production française, les effets spéciaux de plus reconnus. Ils peuvent l'exercer directement. Donc, il y a le côté formation chez Méliès, mais il y a aussi opérationnel sur les vrais plateaux de tournage. Et c'est très important. Parce C'est que un peu comme comment ça s'appelle? Compagnonnage. C'est Oui. ça. mais c'est un peu l'esprit de l'école Méliès, hein, l'esprit du C'est ça. compagnonnage. Et justement, donc ces chefs de poste qui sont des chefs d'éco, des directeurs directrices de la photographie, est-ce que vous le sentez, ce besoin de former sur quelques jours ces professionnels pour qu'ils puissent Absolument. comprendre? Oui, c'est indispensable. Il y a beaucoup de questions et on se rend compte, mais comme dans beaucoup de cas, il faut s'approprier les outils. Et pour s'approprier les outils, il faut les expérimenter. Et il faut vraiment parler aux professionnels et voir l'outil en réel. Quand on fait venir justement des productions qui se posent des questions, c'est vrai que quand ils voient l'outil et ils se rendent compte vraiment rien que du processus, et ce qu'on essaie justement de vraiment décrire dans ce guide avec plusieurs chapitres, avec comment on intervient, quels sont les rôles des différentes personnes et à quel moment les techniciens des studios vont pouvoir apporter des questions que justement les chefs de poste et les producteurs se posent. Parce qu'on s'en pose encore beaucoup. Et c'est toujours en évolution. On appelle ça vraiment des nouvelles technologies parce que on est en train de vraiment de bouger avec. Et les questions qui se posent peuvent être aussi celles qu'on se pose. Et on essaie vraiment de faire cet accompagnement, mais même au-delà des projets. Et c'était pour nous très, très important de le faire avec ce guide. Et justement, le guide, où en est-il? Peut-on le consulter? Alors, il est vraiment en évolution. On peut le consulter sur la page de la CST. C'est vrai que Frédéric a vraiment parlé à beaucoup de professionnels. Du coup, mais on est 4 rédacteurs avec Pierre-Marie Boyer, du coup, des Tontons Truqueurs, Mathieu Sauer de Flo, moi-même et Jérémy Todorovski de Neo7. Et donc, du coup, vraiment 4 entreprises qui peuvent être assez différentes dans l'industrie et dans le milieu de la production virtuelle. Mais on attend aussi des professionnels. Des retours, que ça soit vraiment pour des gens qui attendent quelque chose ou des gens qui font partie de la production virtuelle. Et à partir de ces retours, il y a déjà quelques pages qui vont être publiées donc, sur la prévisualisation, le studio LED, le studio hybride et les questions qu'on se pose quand on est producteur et comment organiser un projet de production virtuelle. Mais on veut vraiment l'alimenter avec un glossaire, avec des case studies et c'est un projet sur le long terme. Donc, consultable et évidemment, vous restez à la disposition des professionnels s'il y a des retours. Et sur le site de la CST, vous avez également toutes les informations concernant les formations. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va passer à la petite interview. Bonjour, je m'appelle Françoise Noyon et je suis directrice de la photo. Alors, mon premier festival de Cannes, c'était en 2008, où j'étais jurée du prix Vulcain, qui est maintenant le prix de l'artiste technicien. Nous étions un jury un petit peu particulier parce que il y avait 6 membres, dont 5 femmes et 3 Françoises et un seul homme. Nous avions élu le film Il Divo de Paolo Sorrentino pour l'harmonie entre l'image et le son. Mon plus beau souvenir du festival de Cannes, eh ben justement, c'était mon premier festival en 2008. J'étais déjà dans le métier depuis très longtemps. J'ai été élue représentante du département images depuis 1 an seulement. Et Pierre-William Glenn, qui était président de la CST, m'a demandé d'être juré du prix Vulcain. Et j'étais très honorée que Pierre-William me fasse cette demande et me fasse confiance pour être juré du prix Vulcain. Pour moi, ça a été un souvenir formidable et j'ai découvert le Festival de Cannes. J'ai découvert les projections dans la salle lumière et j'en ai vraiment pris plein les mirettes. J'ai été émerveillée.
Pour moi, reconnaître la valeur des techniciens est extrêmement important. Les techniciens ne sont pas que des techniciens, ce sont des artistes techniciens, comme le prix de la CST l'indique. Et en fait, un film, c'est une œuvre collective et chacun y apporte sa pierre. Toutes les personnes d'une équipe technique y apportent leur pierre et surtout les chefs de poste. Et reconnaître le travail des chefs de poste dans l'élaboration d'un film me semble extrêmement important. Eh bien, vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube, celle de la CST. Vous êtes toujours à Cannes, sur notre stand et en direct sur la radio Ciné Musique. Maintenant, ce soir sur les marches. Eh bien, ce soir, nous allons découvrir peut-être un des films extrêmement attendu de ce festival, distribué par la Métro. Il s'agit du film d'Ari Aster, Eddington, un film qui emprunte à différents genres, notamment le western, un film que nous allons découvrir ce soir. C'est un conflit de deux personnalités, d'une petite ville, du Far West, mais du Far West contemporain. C'est un film évidemment extrêmement actuel. On est proche de la frontière, on est au Nouveau-Mexique et ce film a pour directeur de la photographie un éminent chef opérateur que nous avons vu plusieurs fois monter les marches, Darius Khondji. On se rappelle de lui à plusieurs occasions, La Cité des Enfants Perdus, The Immigrant, Armageddon Time, mais aussi pour Amour de Michael Haneke. On peut aussi citer un grand complice d'Ari Aster, son décorateur Elliot Hostelter. Et également, cet après-midi était présentée La Petite Dernière d'Afzia Herzi, donc un film français. Alors, La Petite Dernière, c'est l'histoire de Fatima, la cadette d'une famille d'immigrés qui grandit dans la banlieue parisienne, dans une famille où il y a beaucoup de tabous, notamment autour de la sexualité. Elle va se rendre compte petit à petit de son homosexualité et on va la suivre avec elle, son parcours et son conflit avec sa famille et ses questionnements autour de la foi musulmane. Donc, nous recevions d'ailleurs au sujet de La Petite Dernière hier Ciné Bébé qui est venue, donc Justine est venue avec Michel, 3 mois, sur le plateau pour nous parler de son travail sur les faux ventres réalisé dans le film La Petite Dernière. Et à la photographie, un autre directeur de la photographie de l'AFC, décidément aujourd'hui, c'est le jour de la photographie pour l'AFC puisque Darius Khondji en fait également partie. Jérémy Attard, qui était déjà venu à Cannes pour le film 16 printemps de Suzanne Lindon, projeté hors compétition, et il avait déjà également collaboré avec la réalisatrice Afzia Herzi pour Bonne Mère en 2021, sélectionné à la sélection à un certain regard. Est-ce qu'il y a un de ces films qui vous donne envie, que vous allez voir peut-être ou que vous espérez voir prochainement ? Ben moi, je vais essayer de gratter une place pour le Ari Aster juste après à votre stand. Ouais. Il faudra voir ça avec la CST. Je crois qu'on va se battre. Non, mais oui, on a tous envie de les voir. C'est un très beau Cannes. C'est une très belle ouverture et c'est un très beau Cannes et on a très envie de voir tous les films. On a très envie de voir tout. C'est pas facile de se dégager suffisamment de temps entre les rendez-vous, les dîners, les cocktails, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir des places pour La Petite Dernière que je vais aller voir samedi et j'ai hâte de découvrir ce film. Je pense que par rapport à thématique, cette année, ils sont extrêmement forts chacun. Et il y a un vrai univers et un vrai engagement de sujet. Ce n'est pas juste des films visionnaires, mais également les films qui sont extrêmement ancrés dans l'actualité aujourd'hui. C'est très intéressant parce que la sélection, elle est vraiment, vraiment, vraiment particulière. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je ne peux que vous inciter à revoir la cérémonie d'ouverture du festival qui déjà avait effectivement martelé cet engagement de l'art, de la culture et du cinéma notamment.
Oui, la cérémonie donnait le ton et nous avons hâte de découvrir tout ça et de continuer tous les jours avec vous pendant la durée du festival à décrypter la technique de ces films en compétition. Merci à vous tous d'avoir été Merci présents. à Merci. Merci beaucoup. Et nous, on vous dit À demain. Le prix du jury de la CST, c'est effectivement à l'intérieur de la sélection des films cannois, le grand plaisir de pouvoir essayer de distinguer quel est l'apport de ces métiers très ingrats que sont la direction de la photo, le montage, les costumes éventuellement, le décor, et qui participent de la création d'une œuvre, puisque quelque part ils vont créer des atmosphères, souligner des choses, et voilà, c'est vraiment un joli prix qui accompagne la sélection officielle depuis quelques années, depuis longtemps même. Donc l'excellence des savoir-faire de nos techniciens. Eh bien, déjà, j'ai eu la chance de faire partie du jury et je pense que c'est mon meilleur souvenir de Cannes. Donc, passer un moment absolument incroyable dans une super ambiance, à délibérer de films et de voir je ne sais plus combien de films, ça devait être 3, 4 par jour, c'était assez génial.